Un expert américain estime qu'il en coûte à chacune des superpuissances qui participent aux Jeux olympiques, il en coûte, dis-je, à chacune de ces superpuissances 15 millions de dollars pour former un médaillé d'or. Alors quand on pense aux efforts et aux dépenses qui sont consacrés aux Jeux olympiques, pas étonnant que tous les moyens soient soudainement bons pour arriver à gagner une médaille. Hebdo Sport. Bonsoir auditeurs du réseau français de Radio-Canada, d'un bout à l'autre du pays. Ici Pierre Dufault, bonsoir. Bienvenue à l'émission Hebdo Sport. La reine Victoria a régné de 1837 à 1901. Elle a donc été reine d'Angleterre pendant 64 ans. Louis XIV a régné de 1643 à 1715. Il a été roi 72 ans, le roi Soleil. Et l'empereur Hirohito, qui est décédé il y a quelques jours à peine, a régné à titre d'empereur, le Mikado du Japon de 1926 à 1989, un règne de 63 ans. Ils sont morts tous les trois, évidemment. Enfin, Hirohito, c'est tout récent. Mais notre prince, à nous, le prince des annonceurs, voilà que ça fait 59 ans qu'il règne. Il est dans une forme impeccable. Il va battre tous les records. Bonsoir, Roger Boulu. Bonsoir, Pierre Dufault. Ah, mon Dieu, quel plaisir d'être ici. Vous faites partie de cette élite. Moi, je vous suis, Roger, depuis que je suis petit garçon. Il y a deux sortes d'élites, vous savez, au Québec. Il y a l'élite simple et l'élite double. Continuons. D'abord, il nous fait plaisir de vous accueillir. Merci, on en gentil. parle depuis déjà plusieurs semaines à l'émission et tout le plaisir est pour nous, Roger. Je sais qu'on aura énormément de choses à se raconter et on va procéder dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais rappeler à nos auditeurs qui sont des habitués, qui ne sont pas des habitués, que nous aurons, évidemment, Claude Kenville qui nous parlera en direct du forum. Il y aura beaucoup de choses à raconter parce que Guy Lafleur, qui est probablement un de vos favoris, joue ce soir contre les Canadiens, mais dans l'uniforme des Rangers. Les Nordiques ont joué cet après-midi. Ils ont gagné 6-3. Albert Ladouceur nous parlera de ce match-là en direct de Québec. Marie-Josée Turcotte, qui est au centre Claude Robillard, nous parlera par téléphone du match de double qu'a gagné le Canada cet après-midi contre l'Uruguay pour ainsi se qualifier pour le prochain tour parce que le Canada a gagné contre l'Uruguay 3-0, c'est-à-dire les deux simples d'hier, le double d'aujourd'hui, les deux simples de demain sont pour la forme seulement. Et puis nous aurons de la bonne musique. Notre année souvenir ce soir, c'est 1936. Et on aura aussi quelques petites surprises, j'en dis pas plus, parce que je ne veux pas que Roger sache ce qui se passe. Il y en a des choses dans votre émission, my. On a surtout un bon choix musical, parce que c'est vous, Roger, qui l'avez fait. Ah bon? Ça va nous rappeler des souvenirs. Alors, on aura beaucoup de choses à raconter. On aurait aimé que l'émission de ce soir dure 4 heures, 5 heures, et il faudrait presque une journée pour raconter tout ce que Roger a à nous remémorer. En attendant, Roger, tout de suite, son premier choix, c'est une chanson de Trenet. C'est un artiste que vous aimez beaucoup, Roger. Mais oui, bien sûr, c'est un des plus immenses artistes de des 5 dernières décennies, je pense. C'est un bonhomme extraordinaire. Il a écrit, je ne sais pas, il ne sait pas lui-même combien de chansons il a faites, 5 ou 600, 800. Il ne sait pas lui-même. Et chaque chanson, c'est un poème. C'est un jeune homme, il a commencé sa carrière après vous, Roger Boulu. C'est ça. Savez-vous ça? Il a commencé en 1935. Et d'ailleurs, on entendra une de ses chansons tantôt, chantée par un autre grand artiste de l'époque, que vous avez connu d'ailleurs, que vous avez interviewé, Jean Sablon. Ah oui. Mais pour le moment, une des chansons préférées de Roger, la Polka du Roi, c'est son choix, Charles Trenet. Voulez-vous danser marquise? Voulez-vous danser le menuet? Vous serez vite conquise. Donnez-moi la main s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Entrons en danse, quel cadence. Oh, 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 oh. Le menuet c'est la polka du roi. Pendant que le marquis sommeille, je veux poser un baiser sur vos doigts fluets, sur votre bouche vermeille. Moi pour l'amour je suis toujours prêt. Oh, 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 oh. Entrons en danse, quelle cadence. Oh, 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 oh. Le menuet c'est la polka du roi. Montons sans faire de tapage, tout en dansant le menuet là-haut. Montons jusqu'au troisième étage. Du bonheur nous aurons bientôt. Oh, 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 oh. Entrons en danse, quelle cadence. Le menuet c'est la polka du roi. Ô douze et moi, minute brève, c'est dans la joie, la soie et le satin que j'accomplis
mon plus beau rêve. Chérie, je vous possède. Enfin, oh, 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 dansons, danseux, que le cadenceux. Oh, 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 le menu est celle, la polka du roi. Mais soudain, qu'y a-t-il, marquise? Je ne vous sens plus très bien dans mes bras. Vous fondez comme une banquise. Expliquez-vous, je ne comprends pas. Oh, 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 dansons, danseux, que le cadenceux. Oh, 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 le menuet, c'est pourtant la polka du roi. Hélas, monsieur, je suis en cire et vous êtes au musée Greffin, Louis XIV. Ah, triste sire, nous ne sommes plus des humains. Fini la danse, plus de cadence. Ainsi s'achève la polka du roi. Une des belles compositions, il y en a plusieurs, de Charles Trenet. Vous savez que lorsqu'il était ici à Montréal l'année dernière, Charles Trenet, lorsqu'il termine un spectacle, sa dernière chanson, c'est toujours La mer. Évidemment. Or, il a chanté La mer, parce que c'était sa dernière chanson, enfin, qui pensait que ce serait sa dernière chanson. Mais les gens dans la salle, debout, ça criait, ça criait, ça criait. Finalement, il est revenu, ce qu'il ne fait jamais, et il a chanté cette chanson-là. Et vous étiez content. Ah, mais j'étais ravi. Une de ces belles chansons, et pendant qu'il chantait, Roger se remémorait les paroles. Quelle mémoire! Incroyable. On se reparle tantôt, Roger Beaulieu. D'abord, les nouvelles du sport rapidement. Au tennis, je vous l'ai dit tantôt, le Canada s'est donné une avancée insurmontable de 3-0 contre l'Uruguay pour accéder aux demi-finales de la zone américaine de la Coupe Davis. Alors, ce sont Michibata et Connell qui ont gagné. Et d'ailleurs, un petit peu plus tard au cours de l'émission, nous aurons tous les détails avec Mme Turcotte qui nous tiendra au courant, qui nous dira exactement ce qui s'est passé. Le Canada passe donc à une autre étape, celle de la demi-finale de la zone américaine contre l'Argentine. Ce sera en Argentine à Buenos Aires au mois d'avril. Toujours en Coupe Davis, mais dans le groupe 1, les États-Unis ont pris une avance décisive de 3-0 contre le Paraguay. Paraguay qui vient se débarrasser de son bandit de leader, M. Stroessner, et qui a été déposé lors d'un coup d'État, c'était avant-hier ou hier. Les Américains sont maintenant qualifiés pour les quarts de finale. Leurs prochains adversaires seront les Français, qui ont également une priorité insurmontable de 3-0 contre Israël. Au hockey, c'est la dernière fin de semaine d'activité dans la Ligue nationale avant la pause annuelle du match des étoiles, qui aura lieu mardi à Edmonton. Et résultat final cet après-midi à Québec, victoire des Nordiques 6-3 contre le Minnesota. Les Nordiques qui se retrouvent ainsi à 2 points des Whalers de Hartford et du 4e rang de la division Adams. 6 marqueurs différents pour les Nordiques. Leschyshyn, Hoff, Brown, Sakic en a 2. Son 19e et son premier à ses 18 derniers matchs. Il en a 19, dis-je. Podobny, son 30e. Et puis Yarvi. Non, il n'y en a pas 2, Sakic, il y en a seulement un. C'était son premier au cours des 18 derniers matchs, donc son 19e. Ken McCray a obtenu pour sa part 3 passes. A souligné la brillante sortie de Mario Gosselin qui a reçu 36 tirs et qui en a bloqué 33. Pour les Stars, 27e et 28e but de Dino Ciccarelli, le 12e de Brian McClellan. Les Nordiques accueilleront les Islanders de New York demain. Un autre match en cours à Long Island, c'est en deuxième période. Hartford et Islanders, c'est 1-1. Scott Young a marqué pour Hartford, David Volek pour les Islanders. Ce soir au Forum, on assistera finalement au retour sur patin de Guy Lafleur. On se rappellera qu'il soignait une blessure à un pied lors de la première visite des Rangers à Montréal le 17 décembre dernier. Selon Pat Burns, le public devrait être partagé entre son désir de voir Lafleur marquer un but dans son nouvel uniforme et par-dessus tout ça, sur la glace du Forum, et l'autre qui est celui de voir gagner les Canadiens. Il sera intéressant de voir ce que Lafleur et les Rangers feront contre Montréal, qui a gagné ses 3 derniers matchs en limitant l'adversaire à un seul but à chaque fois. Fiche de Lafleur après 40 matchs, 10 buts, 19 passes, 29 points. Il a raté plusieurs matchs à cause de blessures. Donc le match de ce soir, 20h, radio-télévision de Radio-Canada. À Toronto, le défenseur Al Iafrate est de retour avec les Leafs après 3 semaines d'absence. Il avait quitté l'équipe pour régler des problèmes personnels. Ski alpin, des chutes de neige abondantes ont forcé l'annulation de la descente masculine prévue aujourd'hui au Colorado, à Vail, dans le cadre des championnats du monde. Plus de 30 cm de neige ont recouvert la piste de Beaver Creek durant toute la nuit. La descente masculine a été reprogrammée pour lundi. Voilà une décision qui a été très bien accueillie
par le vétéran suisse Peter Müller, qui avait hérité du dossard numéro 1. Or, sur une neige fraîche, le premier skieur à prendre le départ n'a aucune chance de victoire, car la piste devient plus rapide à mesure que les skieurs balaient la nouvelle neige pour glisser par la suite sur une surface plus dure. Autre annulation aujourd'hui, celle du 7e et dernier entraînement en prévision de la descente féminine, qui sera quand même présentée demain. Ouverture aujourd'hui à Lake Placid, New York, du championnat mondial féminin de patinage de vitesse toute distance. D'abord aux 500 mètres disputé sur l'anneau olympique en plein air de Lake Placid. L'épreuve a été gagnée par la japonaise Seiko Hashimoto, qui a devancé la Canadienne Ariane Loignon de 72 centièmes de seconde. Pour Mademoiselle Loignon, cette médaille d'argent est très satisfaisante puisque jusque-là, son meilleur résultat sur la distance avait été une 6e place en Coupe du Monde. Autre résultat canadien, Shelley Reid 8e, Chantal Côté 15e. Aux 3000 mètres, victoire de l'Allemande de l'Est Constance Moser. Adrienne Loignon a pris le 23e rang. La championne mondiale sera couronnée demain à l'issue des épreuves de 1500 et 5000 mètres. Athlétisme, le soviétique Radion Gatawilin a amélioré aujourd'hui à Moscou son propre record du monde du saut à la perche en salle, imaginez 6 mètres 02, ce qui lui a permis d'éclipser de 2 cm son ancienne marque. Le champion déchu Ben Johnson a recommencé à s'entraîner. Suspendu de toute compétition internationale pour 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en 90, Johnson a dit espérer participer aux Jeux olympiques de Barcelone en 92. Il aimerait obtenir une nouvelle chance de rivaliser avec son grand rival Carl Lewis afin de pouvoir le battre, a-t-il dit. Sport automobile, la ville de Phoenix, en Arizona, pourra organiser le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 pour les 5 prochaines années. C'est l'autorisation qu'elle a reçue aujourd'hui de la FISA, Fédération internationale du sport amateur. Et au golf, le deuxième parcours du tournoi de Los Angeles a été complété ce matin après interruption hier en raison de la pluie, du vent et du froid. Et pour l'instant, Sandy Lyle et Mark Calcavecchia sont toujours les co-meneurs avec une fiche cumulative de 8 sur la normale, c'est 3 coups de moins que Fred Couples. Le troisième parcours se déroule actuellement et accuse un très important retard à cause du mauvais temps à Los Angeles. Voilà pour l'essentiel des nouvelles dans le monde du sport. Émission en cours. Hebdo Sport, notre invité, Roger Beaulieu. On est là encore pour un bon moment. Une musique qui nous rappelle les années 30. Évidemment, c'était l'époque des big bands, du swing. Je s'en rappelle avec plaisir. D'ailleurs, vous en jouez encore de ces disques-là à votre émission de dimanche matin. Sûrement, il faut, bien sûr. C'est de la musique qui ne perd pas de son charme. Hein? Bon, alors l'année qu'on a choisie ce soir, et Roger va nous aider à remémorer tous ces beaux souvenirs, c'est 1936. Ça fait déjà 50, 53 ans, ou à peu près. L'année vient à peine de commencer. Qu'est-ce qui se passait en 36? Des tas de choses. D'abord, il y avait une crise économique. Épouvantable. Épouvantable, oui. affreuse. Oui. Et Roger avait déjà 6 ans de métier dans la radio. À peu près, oui. Vous avez commencé en 1930. Ça ne rajeunit pas, ça. Imaginez-vous. Si vous croyez que 1936, ça remonte loin, imaginez 1930. Et moi, je suis né en 1934. Donc, j'avais 2 ans à ce moment-là. Inutile de vous dire que je me souviens de rien. La Coupe Stanley, cette année-là, était gagnée par les Red Wings de Détroit. Il faut dire que la finale de la Coupe Stanley était un 3-2-5. Et ce sont les Wings de Détroit qui avaient gagné en 4 matchs contre les Leafs de Toronto. Il faut dire que la Ligue nationale de hockey, à l'époque, comptait 8 équipes, dont 2 à Montréal. Les Canadiens et les Maroons. C'est ça. Et 2 à New York, les Rangers et les Americans de New York. Au football canadien, les équipes collégiales sont exclues de la course à la Coupe Grey. On permet aux équipes du circuit d'utiliser un maximum de 5 joueurs américains. Et les Pegs de Winnipeg deviennent alors les Blue Bombers. Au baseball, en 1936, Lou Gehrig des Yankees de New York. Vous vous souvenez de Lou Gehrig? Oh mon Dieu, oui. Ouais. The Pride of the Yankees. Ah, quel bonhomme extraordinaire. Oui. Il a toujours joué, évidemment, jusqu'à ce moment-là, dans l'ombre de l'autre, évidemment, de Babe Ruth. C'est ça. Il avait gagné 49 coups de circuit en 1936. Et rappelons que Babe Ruth était déjà à la retraite depuis l'année précédente. Les Yankees de New York, au fait, gagnaient la Série mondiale en 6 matchs contre les Giants de New York. Donc, c'était le Broadway Series, on appelait ça comme ça.
Les Jeux olympiques d'hiver étaient présentés à Garmisch-Partenkirchen en 1936, évidemment en Allemagne. Ils réunissaient plus d'athlètes et de spectateurs que les 3 Jeux olympiques d'hiver précédents, parce que ça avait commencé en 24. Des épreuves de ski alpin étaient présentées pour la première fois en 36, mais il s'agissait d'un combiné, c'est-à-dire l'ensemble des temps réalisés en slalom et en descente, tant chez les hommes que chez les femmes. Au hockey, c'est la Grande-Bretagne qui avait remporté la médaille d'or. Et pourquoi? Parce que l'équipe était composée largement de joueurs canadiens. Et le Canada avait terminé 2e, médaille d'argent. Maintenant, les Jeux d'été à Berlin. Ça a été tout un exercice de propagande pour Hitler et les nazis. Je comprends. C'était les débuts, les vrais débuts d'Hitler, c'était ça. C'est là qu'il s'est fait connaître à travers le monde par les Jeux de 36. Il y avait un stade magnifique, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de voir en 1978. Il y avait lieu des championnats du monde de natation à l'extérieur. Un stade d'une symétrie extraordinaire, un peu austère, évidemment, tout en pierre grise. Ça allait bien avec le parti. Alors ça, c'était en 1936. L'Allemagne a dominé le classement des médailles, suivi des États-Unis. Mais c'est un noir, l'Américain Jesse Owens, qui a été la grande vedette des Jeux. Vous avez dû en parler à la radio à l'époque. Oh mon Dieu, Roger, hein? Copieusement d'ailleurs, Oui. parce que je comprends. 4 médailles d'or, 100 et 200 mètres, saut en longueur et le relais 4 fois 100 mètres. Le Canadien Francis Amiot avait gagné une médaille d'or, c'était dans l'épreuve du kayak 1000 mètres. La seule médaille d'or du Canada à ces Jeux-là. Mais les Canadiens avaient gagné aussi 5 autres médailles, dont une en basketball, une médaille d'argent. C'est en 1936 que le combat de boxe, écoutez bien ça, le plus court de l'histoire de ce sport a été livré. Al Carr, moi je ne le connais pas, c'est un parfait inconnu, il a envoyé son rival Lou Massé au tapis après 3 secondes du premier round. Un coup de poing. C'est ça, et ça vient de finir. 4 secondes plus tard, donc après 7 secondes, l'arbitre le voit, mais complètement inerte et complètement inconscient sur le tapis, il décide que le match est fini. Ça a duré 7 secondes. Le gars qui est allé à la salle de toilette, qui est arrivé un peu en retard, il n'a rien vu, lui. Imaginez les gens qui ont payé pour obtenir des places, surtout autour de l'arène, qui ont payé des 40, 50 Voilà. et 100 dollars. Hein. Et ça, c'était la belle époque de la boxe, Roger. Mais je comprends. C'était l'époque, évidemment, de Max Schmeling, James Mais Braddock. oui, c'est ça, c'est et- ça. Puis Joe Louis. Qui est arrivé tout de suite après, c'est ça. oui. Alors, l'arbitre a mis fin au combat et ça a duré 7 secondes. Alors, c'est le record pour le combat le plus court de l'histoire de la boxe. Le temple de la renommée du baseball était inauguré à Cooperstown, l'État de New York, c'est pas très loin d'ici. Les premiers élus, comme il se doit, sont Ty Cobb, Babe Ruth, Honus Wagner, grand joueur, et les lanceurs Christy Mathewson et Walter Johnson. Ça, c'était le sport. Tantôt, on va remémorer d'autres activités, puis Roger va se joindre à nous parce qu'il a beaucoup de choses comme complément à ajouter. Mais en attendant, une chanson que vous aimez bien, Roger, c'est un garçon que vous avez interviewé, Jean Sablon. Ah mon Dieu, oui, je comprends. Il était populaire aux États-Unis. Il a été immensément populaire. Aux États-Unis, d'ailleurs, c'est le réseau CBS, je pense, les chansons de Jean Sablon. Il était présenté en français sur tout le réseau CBS, radio à l'époque, dans les années 36, 37. Oui, exactement. Est-ce que ça n'avait pas froissé un peu les Français de le voir quitter la France pour aller plaire aux Américains? Non, parce que dans le fond, il n'était pas tellement aimé en France, assez curieusement. Il avait fait un stage en Amérique du Sud et il était venu aux États-Unis et là, tout de suite, il a été accueilli et le réseau CBS l'a invité et il chantait des chansons que diffusait, parce que le poste CKC à l'époque faisait partie de ce réseau CBS. Et puis moi, je me souviens, j'écoutais cette émission-là. Et vous l'avez interviewé? Oui, je l'ai interviewé. C'est un garçon, parce qu'il est venu ici à sympathique? Montréal. Très sympathique, c'est un gentil garçon. Et ensuite, il est retourné en France en pleine gloire. Il a connu une belle carrière. Il a fait des films, des comédies musicales. Oui. Ben, la première chanson de Trenet, qui s'appelle Vous qui passez sans me voir, eh ben, c'est lui qui l'a endisqué. Parce que Trenet, il faut dire qu'il n'a commencé qu'en 1937 avec Je chante. Mais il avait déjà écrit des chansons que d'autres interprétaient. Oui, évidemment, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont fait que ça. Mais cette chanson-là est de Trenet et c'est Jean Sablon qui la chante. Elle date de 1936. Grand succès, écoutez bien. Les souvenirs sont là pour m'étouffer de larmes, de pleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril. Nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Passer sans me voir, sans
même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu d'espoir? Passez sans me voir, sans me donner d'espoir. Adieu, bonsoir. Ah, que ça rappelle des souvenirs, Roger, hein? Vous qui passez sans me voir, Roger connaît toutes les paroles par cœur. Quelle mémoire! Qu'est-ce qui se passait en 36 à part les sports dont on vous a parlé tantôt? Ben, est-ce que vous connaissez Amelia Bachelor? C'est une femme qui... Une Américaine. Une Américaine, c'est ça, qui était une espèce de modèle. Je vois toujours une image. Oui. Elle est associée au sport. Non, c'est pas... Ben, peut-être, indirectement. C'est elle qui a paru, Roger, dans le plus grand nombre de films. Elle n'a jamais dit un traître mot. C'est Amelia Bachelor qui avait été choisie en 1936 après un concours pour porter le flambeau au début de chaque film produit par la compagnie Columbia. Mais oui. C'est l'actrice la plus connue, la plus méconnue en même temps. Vous savez, cette modeste copie de la Statue de la Liberté. Alors, 53 ans plus tard, c'est toujours elle que nous voyons porter le flambeau au début de chaque film produit par Columbia. Elle a dû toucher comme pognon depuis 53 ans. Voilà qu'elle vit de ses cachets depuis ce temps-là. Alors, c'était en 1936. Bravo, je suis content pour elle. En 1936 naissait la coccinelle de Volkswagen. Vous avez déjà conduit ça, Roger? Mais oui, c'est la petite Volkswagen, bien sûr. Les Allemands en ont produit des, je ne sais pas combien de millions, des dizaines. 22 millions. 22 millions. Oui, depuis ce temps-là. C'est ça. Oui, évidemment. Elle se construit encore, je crois, au Brésil et dans un pays d'Amérique centrale dont j'oublie le nom. Alors, Volkswagen, qui veut dire évidemment la voiture du peuple, c'est une création de Ferdinand Porsche. Le paquebot britannique Queen Mary gagnait en 1936 le ruban bleu. Un ruban bleu, on remettait ça au capitaine d'un paquebot qui battait le record de traversée de l'Atlantique. Il avait atteint le port de New York, le Queen Mary, en un peu plus de 3 jours après avoir quitté Liverpool en Angleterre. Sa vitesse moyenne pour l'époque, c'est très rapide, tout près de 31 nœuds à l'heure, ce qui fait à peu près 34 000 à l'heure. Il avait battu le record du Normandie. Du Normandie, c'est ça qui était venu quelques années avant. Voilà, exactement, et qui a brûlé dans le port de Brooklyn en 42, je crois. Ça, et qui a fait pleurer désastre. mon père. Ah, mais ça a fait pleurer tout le monde. Oui. Pensez ce que les Français en pensent. Ça a dû être épouvantable, ça. En 1936, Roger, c'est probablement une nouvelle dont vous avez traité abondamment, puisque vous étiez déjà annonceur, lecteur de nouvelles, vous faisiez des commentaires, tout ça. Le roi Édouard VIII d'Angleterre, qui démissionne, bien sûr, abdiquait son trône. Il était amoureux d'une divorcée américaine, Wallis Simpson. Or, l'Église d'Angleterre et le Parlement britannique ne voyaient pas d'un bon oeil cette union. Il a préféré abdiquer, disait-il, plutôt que de régner sans la femme qu'il aimait. Il deviendra le duc de Windsor et son frère George VI lui succédera sur le trône. Comment on a traité cette nouvelle-là dans les années 30? Mais ça a duré plusieurs jours, parce que lorsqu'il a abdiqué, n'est-ce pas, Wallis Simpson, c'était une femme qui était divorcée, etc. Alors il ne pouvait pas raisonnablement monter avec elle sur le trône d'Angleterre, donc il préférait abdiquer.
Mais ça a duré plusieurs jours et on ne parlait que de ça parce qu'il est allé en France avec elle et c'est en France qu'il a épousé Wallace Simpson. Voilà. Et puis alors pendant des jours et des jours, on ne parlait que de ça, non seulement à la radio, il n'y avait pas de télévision à l'époque, mais c'était à la radio et dans tous les journaux du monde entier d'ailleurs. C'était le sujet de conversation universel. D'ailleurs, c'était un bonhomme qui a toujours été très sympathique parce que il avait voyagé à travers le monde. C'était peut-être le roi d'Angleterre qui avait le mieux préparé son accession au trône. Est-ce que ça avait été considéré à l'époque, Roger, comme un acte de courage ou un acte de lâcheté? Je pense un acte de courage. Ouais. Vous savez, les femmes trouvaient ça extraordinaire que pour une femme, on abdique un trône. Non, mais c'est quelque chose. Ouais, dans les années 30. Oui, je comprends. Et vous, quelles étaient vos impressions à ce moment-là? Comment vous aviez réagi? Moi, je trouvais ce bonhomme-là éminemment sympathique, et puis jamais ça parlait de lui, puis j'étais parfaitement d'accord avec lui. Faut dire ce que j'ai appris depuis ce temps-là, faisant un peu de recherche. Moi, j'ai toujours cru que les rois, le nom qu'ils portent lorsqu'ils sont au pouvoir, ou enfin qu'ils règnent, que c'était leur vrai nom. Mais non, Édouard VIII, c'était pas son vrai nom. Il y avait un autre prénom, et je l'oublie, mais je sais que Georges VI, son vrai nom, c'est Albert. C'est ça, et quand on devient roi, on choisit le nom qu'on veut. C'est ça. Alors, il a pris le nom de son père, qui probablement, Georges V, qui ne s'appelait pas non plus Georges. Et c'est comme ça que j'ai appris que le nom du roi, c'était pas vraiment le vrai nom. On s'en donne un peu comme les papes. Hein. C'est ça. Maintenant, en 36, la population de la Chine est de 422 millions d'habitants. Imaginez, en 36, aujourd'hui, Ça a doublé. C'est 1 milliard 100 millions. C'est pas 3 fois, mais 2 fois et demi. À Louisville, ça c'est moins drôle, près de Trois-Rivières, un train heurte un camion de partisans revenant d'une réunion politique. Près d'une vingtaine de morts. 22 morts. 22 morts. Vous avez bonne mémoire. Le taux de chômage au Canada, ben, ça vous vous en souvenez très bien, Roger, et aux États-Unis aussi, variant entre 17 et 23 %. Le taux de chômage, la dépression bien sûr. C'est ça. C'était comment exactement? On n'a pas idée, nous, on n'a pas vécu ces années-là. Qu'est-ce que vous constatiez dans la rue? Qu'est-ce que vous voyez? Il y avait l'œuvre de la soupe, fort heureusement. Vous savez, il y avait tellement de sans-travail, n'est-ce pas, qui ne gagnaient absolument rien. Il y a combien, ici même à Montréal, combien de gens ont perdu leur maison parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer, ils ont perdu leurs meubles, ils ont tout perdu, n'est-ce pas? Puis ils se trouvaient littéralement dans la rue. Il n'y avait pas les gouvernements, le gouvernement du Québec, le gouvernement municipal ne donnait pas des prestations de chômage et des trucs comme ça n'existait pas ou à peu près pas. Non. De sorte que là, vous perdiez votre emploi, vous perdiez tout. Incroyable. Et pourtant, la guerre est arrivée en 1939 et en 1944, le taux de chômage au Canada était de 0,4 %. Imaginez. Mais la guerre, toujours, évidemment. Le 25 octobre 1936, ça, vous avez peut-être mémoire de ça, Roger, plus de 100 000 personnes se réunissaient au Champ de Mars à Montréal. Pour célébrer une fête religieuse. Voilà, pour acclamer la royauté du Christ et en même temps pour dénoncer le communisme qui devenait de plus en plus international et qui s'était répandu jusqu'au Québec. C'est exact. Oui. En 1936, le gouvernement libéral d'Alexandre Taschereau sombrait dans le scandale des comptes publics. Maurice Duplessis, un ex-conservateur, fondait alors le Parti de l'Union nationale et remportait la victoire aux élections provinciales. Avec des dissidents libéraux et des conservateurs, donc c'est ça qui a fait l'Union nationale. Et ils ont été au pouvoir, et en 40, ils ont été battus, sont revenus en 44 et ont gardé le pouvoir jusqu'en 59. Une des promesses de Duplessis en 36, c'était de nationaliser l'électricité. Imaginez, elle ne sera jamais réalisée sur son règne, évidemment, ça viendra plus tard avec René Lévesque et Jean Lesage en 62. Bon. C'est en 36 que le premier syndicat des enseignants du Québec était fondé. Et puis le roman de Margaret Mitchell, Gone with the Wind, ça c'était en 36. J'en ai vendu des millions. Il a été publié. Il s'est vendu à un rythme fou. En 6 mois, 1 million d'exemplaires. Et on a fait le film 3 ans plus tard. Alors là, ça a multiplié la vente. Et déjà, ça a été traduit dans une vingtaine de langues. Oui. C'est probablement le plus grand best-seller de toute l'histoire des États-Unis. Le célèbre DC-3 est mis en production en 1936. On en construira plus de 30 000. Et finalement, en 1936, premier vol d'essai réussi par un hélicoptère. C'est ça. Oui, oui. Ça passait des choses dans les années 30. On s'ennuyait pas. Non. Alors, la radio, c'était à l'enfance, on peut dire, même si ça avait vu le jour quelques années plus tôt. Mais vous êtes arrivé là-dedans, Roger Beaulieu, en 1930. Oui. C'était à CFCF, qui était à l'époque un poste bilingue. J'étais à ce moment-là, moi, je dois vous dire, un petit journaliste. Je travaillais pour un journal du matin qui est disparu depuis fort longtemps, qui s'appelait le Canada, dont le rédacteur en chef était Olivier Asselin, qui était mon idole, etc. Puis il m'avait demandé d'aller faire des nouvelles en français, de rédiger. D'abord, je rédigeais au journal Le Canada, je traduisais 6 colonnes de dépêche par jour, je faisais un reportage, je rédigeais
15 minutes de nouvelles que j'allais diffuser au poste CFCF, qui était un poste de langue anglaise, bien sûr, mais il y avait Oscar Bastien dans l'après-midi qui il diffusait des chansons françaises et moi, je faisais le soir à 11 heures un programme de nouvelles en langue française. D'ailleurs, à propos, si vous permettez, avez-vous le temps que je vous raconte ça? Vous êtes là pour ça, Roger? Le poste CFCF est le premier poste au monde, n'est-ce pas, qui diffusait du parler et de la musique. Parce que lorsque M. Marconi est arrivé en 1919, ici au Canada, il a fondé CFCF, qui ne s'appelait pas CFCF, c'était WH4 ou quelque chose comme ça. Mais c'est devenu par la suite CFCF, ça appartenait à la compagnie Marconi qui l'a fondé. C'était M. Marconi lui-même d'ailleurs. Or, avant ça, il y avait des postes de radio qui diffusaient du bip bip bip. Mais le premier poste de radio au monde, ça a été poste au monde. Incroyable. Et le premier poste de langue française au monde, ça a été le poste CKAC. En quelle année, Roger? En 1922, parce qu'en le 6 octobre 1922, le poste parisien diffusant depuis la Tour Eiffel est venu au monde, mais le poste CKAC 4 jours avant, le 2 octobre de la même année. Voilà. De 4 donc jours. c'est le premier poste de langue française au monde, c'est un poste de Montréal, et le premier poste de langue anglaise au monde, c'est un poste de Montréal. Mais quand vous avez commencé en 1930, vous faisiez un petit bulletin de nouvelles qui était préparé au journal Le Canada. Qu'est-ce qu'on présentait à la radio? Est-ce qu'on avait suffisamment... Les émissions, c'était le soir surtout, n'est-ce pas, où on jouait des disques, mais après ça, lorsque la Société Radio-Canada a été fondée, c'était interdit de jouer des disques. Il a fallu que les postes de radio, n'est-ce pas, se mettent au pas et puis diffusent des programmes en direct. En direct? Les orchestres dans les hôtels, par exemple. Des orchestres dans les hôtels, il y en avait tous les soirs, il y en avait même 2 ou 3, certainement. Et il y avait des petits spectacles, enfin des petits... Des pièces de théâtre ou des... Il y avait des des pièces de théâtre, oui. et puis il y avait les tours de chant. Oui. Il y avait les tours de chant, c'est ainsi par exemple qu'un bonhomme comme Jean Lalonde, qui était le père de Pierre Lalonde d'aujourd'hui, qui faisait sa belle carrière à ce moment-là. Quel artiste populaire à l'époque. Oui, mais Pierre Lalonde lui a drôlement succédé. Est-ce qu'on faisait du sport à la radio à l'époque? Ah oui, on faisait du sport. Il y avait des gens comme Bill Brosseau, par exemple, tous les soirs. Bill Brosseau, je connais pas. Mais vous en avez fait, vous, Roger Beaulieu, du sport? J'en ai fait, oui. J'ai même fait, à un moment donné, au début de la télévision, il n'y avait pas de commentateur de langue française qui allait aux États-Unis sur place. Bon. Alors moi, c'est pas parce que je connaissais le baseball, je connaissais pas le baseball, mais c'est parce que j'avais l'habitude de traduire la BBC, par exemple. Bon. Alors je traduisais simultanément, j'écoutais de l'anglais, puis je parlais français en même temps. Alors on m'a dit, viens faire du baseball, c'est ton métier, tu peux traduire. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la traduction simultanée. À partir Et puis on pouvait pas, c'est-à-dire qu'attendez un peu, c'est-à-dire que lorsque la balle est frappée, on entendait le bruit de la balle frappée. C'était un effet sonore ou c'était la réalité? C'était un effet sonore, parce que autrement on aurait eu la voix du commentateur américain. Alors l'effet sonore, bon... Là, le bonhomme s'en va au premier but. Il fallait que ce soit là en même temps, parce que je ne pouvais pas attendre. Il fallait que ce soit diffusé simultanément. Sans ça, je ne pouvais pas prendre du retard sur le jeu lui-même. Il fallait donner l'impression que c'était en direct. C'est ça. Voilà. En anglais, on appelait ça je ne me souviens pas de l'expression, mais il avait une expression particulière pour décrire ça, parce que ça s'est poursuivi durant les années 50. Parce qu'on travaillait à partir d'un fil de presse. On décrivait tir par tir du lanceur, et il fallait meubler les temps morts. René Le Cavalier est venu se joindre à moi. Après ça, Michel Normandin qui a pris la succession. Mais durant les années 30, Roger, est-ce qu'on faisait du hockey des Canadiens, des Maroons à la radio, par exemple, en direct du forum? Oui, ça c'est-à-dire non. Non. C'était plutôt des reportages. C'était des reportages, oui. Mais le sport avait-il sa place? On parlait des Jeux olympiques de 36. Mais il a toujours eu sa place. Mais je parle à la radio. Est-ce qu'il avait une place comme il a aujourd'hui, cette facette? Ah oui, le hockey et le baseball occupaient une large place dans les sports. Et puis il y avait évidemment d'autres sports, comme le tennis, vous en avez mentionné, mais c'était surtout le hockey et le baseball. Vous parlez de tout ça dans un livre que vous avez rédigé, que vous avez écrit il y a quelques années, qui s'appelle comment, Roger? Qui s'appelait CKAC, une histoire d'amour. Vous parlez de ça? Ben oui, j'ai cherché à retracer un peu l'histoire du poste CKAC qui célébrait en 82 son 60e anniversaire de sport. Alors on m'avait demandé de faire ça, mais j'ai découvert une chose, c'est que les archives de CKAC étaient complètement disparues. Il a fallu que je me
On a acheté ça à la poubelle. Oui, on a acheté ça à la poubelle, oui. Incroyable. C'est incroyable. Oui, ouais. Alors, vous avez réussi quand même à récupérer l'essentiel à partir de témoignages. Mais ça a été beaucoup de travail, je peux vous dire. Oui, mais enfin, connaissant Roger Beaulieu, je sais que le travail, ça vous a jamais fait. C'est une belle carrière que vous vivez. Roger, on va en parler tantôt. On va passer à votre deuxième choix musical. Bon, Trenet, c'est un de vos préférés. Il y en a plusieurs autres, mais celui-ci, c'est Jacques Brel. Vous l'aimez beaucoup, Jacques Brel. Je comprends. Son premier disque, son premier grand succès, c'est en 56, si j'ai bonne mémoire. C'était, comment ça s'appelait donc? Pas content. On n'a que l'amour, c'est en 59. Il y en a eu un autre avant ça. De toute manière, celui que vous avez choisi, c'est un très grand succès. Jacques Brel, Amsterdam. Amsterdam, quelle chanson. Alors voilà, choix de Roger Beaulieu. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans vous d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Amsterdam, Jacques Brel. Bon, alors voilà, déjà 45 minutes de l'émission passée en bonne compagnie, ça passe trop vite. Hélas, Hebdosport, Roger Beaulieu, notre invité. Tantôt, Marie-Josée Turcotte nous parlera du tournoi de tennis au centre Claude Robillard où le Canada domine 3-0, donc est assuré de passer à la ronde suivante. Demi-finale contre l'Argentine au mois d'avril. Elle nous en parlera en direct du Claude Robillard dans quelques minutes. Et nous aurons aussi la question piège parce que ce soir, et à partir de ce soir et tous les samedis, nous aurons des petits prix, des petites récompenses à donner aux personnes qui nous appelleront et qui auront la bonne réponse. Tout ça dans quelques instants.